Bonjour Jamy, Bonjour. j'ai un problème avec vous. J'aime bien commencer mes interviews en demandant aux gens de se présenter pour ceux qui ne les connaissent pas. Sauf que vous, tout le monde vous connaît. Du coup, est-ce que je pourrais vous demander de dire un truc sur vous que personne ne sait? En général, ce que je garde secret, je le garde secret. Il n'y a pas un petit secret que vous pouvez dévoiler? Eh non, Ah, non. Moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est chez un être humain, il y a trois hommes ou trois femmes. Le personnage public, le personnage privé et le personnage secret. Alors de mon côté, on connaît le personnage public, on connaît le personnage privé, mais pas le personnage secret. est-ce que vous pourriez me raconter un petit peu votre carrière en bref, hein? Comment est-ce que vous êtes passé de élève à l'Institut pratique du journalisme, c'était en 1988, à 20 ans plus tard, parce qu'il y a 10 ans, vous étiez déjà une star du journalisme scientifique. Comment est-ce que vous en êtes arrivé justement à ce que tout le monde vous connaisse aujourd'hui? La petite phrase que je vous ai citée, elle est de Romain Gary, précédemment. Comment je suis arrivé là ? Je ne suis pas scientifique. Ça, c'est la première des choses que j'aime rappeler. Je suis journaliste, je suis un passeur. Moi, je fais le lien entre ceux qui savent et ceux qui ont envie de savoir. J'ai fait une école de journalisme, comme vous l'avez dit. J'ai d'abord été reporter, presse écrite, radio, télévision. Avant d'être devant, j'étais derrière. J'ai fait pendant quelques années ce métier de reporter. À une époque intéressante pour un jeune journaliste, puisque c'était l'époque de la chute du mur de Berlin et puis des pays satellites de l'Union soviétique. Donc c'était passionnant. Et là, j'ai vécu de grands moments. Et donc la science n'est pas arrivée tout de suite? La science n'est pas arrivée tout de suite. Ce qui est peut-être arrivé tout de suite, c'est l'envie de décortiquer les mécanismes. Quand je faisais des documentaires, j'aimais décortiquer les choses, montrer les rouages et donner des éléments pour que le public ensuite se fasse sa propre opinion. La science est arrivée un peu par hasard. Quand on est journaliste pigiste, débutant. On fait un peu de tout. On fait un peu de tout. Et j'étais amené à bosser sur une émission de science avec Fred. On s'est rencontrés un petit peu avant, mais on s'est retrouvés tous les deux à bosser sur une émission de science. Et on avait le sentiment à l'issue de chaque émission que on n'arrivait pas au bout de ce qui nous était demandé. Et donc, comme ceci, on a bâti une émission un peu idéale. Et un jour, en regardant tout ce qu'on avait noté, on s'est dit, mais on a un concept. Et on est allé frapper à la porte du directeur des programmes de France 3, qui a lu et qui a dit, c'est bien, on va essayer. Et la suite, on la connaît. Vous avez sorti un livre il y a quelques semaines, Mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques. Il raconte quoi ce livre? Même si en soi le titre est assez explicite. C'est un livre, il y a 16 chapitres. C'est un itinéraire à travers la France métropolitaine et puis un petit peu aussi dans l'océan Indien avec l'île de la Réunion. Ce sont 16 destinations qui ont compté pour moi dans mon appétence pour la science. Alors, j'y raconte, bien sûr, des phénomènes, mais j'y raconte aussi comment j'ai été séduit par ces lieux. Comment une atmosphère, des sons, des lumières ont pu m'amener justement à ce questionnement scientifique. Ce que je voulais faire, ou ce que je voulais éviter de faire plutôt, c'était de prendre ce que j'avais écrit dans C'est pas sorcier et de le coller dans un livre. Je voulais vraiment écrire quelque chose de neuf, bien sûr, autour de sites que je connaissais déjà et sur lesquels, beaucoup d'entre eux d'ailleurs, je suis retourné pour écrire ce livre. Donc tout ce qu'il y a dans ce livre, c'est l'inédit. C'est de l'inédit dans mes sensations. Évidemment, j'y parle d'Archimède. Le principe d'Archimède, il n'a pas beaucoup changé depuis Archimède jusqu'à aujourd'hui, en passant par C'est pas sorcier, évidemment. Mais ce n'est pas qu'un livre de science. C'est pas une encyclopédie. Il faut pas prendre ce livre en se disant, tiens, à la lettre A, je vais trouver tout ce qu'il faut sur Archimède. À la lettre V, je vais apprendre tout ce que je dois apprendre sur la vache. Pas du tout. C'est un livre, c'est vraiment 16 destinations que je raconte et je raconte la science à travers ces destinations. Et si je devais vous demander une curiosité parmi tout ce livre, vous diriez laquelle? Alors, je ne peux pas répondre à cette question. Puisque j'ai choisi
Enfin, ça a été très difficile. Et c'est dur de choisir. Déjà d'identifier 16 lieux. Il y en a beaucoup d'autres. Et donc, j'ai dû faire des choix. Alors, je n'ai mis personne sur le côté. J'ai seulement mis en attente. Ouais. Voilà, mais, donc, il y aura un tome 2. dans tous ces chapitres, vous verrez, il y a quelque chose de très personnel et d'unique. Aucun de ces chapitres ne se ressemble. C'est juste pour vous raconter, si j'ai le temps. Oui. J'ai encore le temps. Ah oui, mais on a le temps, bien sûr. Parce que ce sont des lieux que j'ai choisis parce que soit ce sont des lieux où se sont déroulées des découvertes, des innovations, des premières mondiales, soit ce sont des lieux où se déroule un phénomène naturel, mais il s'y déroule de manière spectaculaire. C'est pour ça que je les ai choisis. Et puis c'est aussi parfois des histoires que j'avais envie de raconter pour nous replonger dans le contexte. Je raconte notamment l'histoire des frères Montgolfier. Et je ne la raconte pas juste pour expliquer comment finalement un aérostat s'élève dans l'atmosphère. Je la raconte parce que tous, nous prenons l'avion. On se retrouve de temps en temps à côté du hublot. L'avion décolle, on voit le sol s'élever, et puis voilà, ça ne génère pas plus d'émotion. Ouais. On voit. Voilà. Sauf que en novembre 1783, il y a 2 hommes qui sont montés à bord du premier aérostat. Les 2 premiers hommes, c'est pas le premier aérostat, mais 2 premiers hommes qui sont montés à bord. Et ce sont les 2 premiers hommes qui ont vu la Terre d'en haut. Et ça, c'est extraordinaire. Remettez-vous à leur place. Ces 2 hommes qui, d'un seul coup, réalisent l'un des rêves les plus fous de l'humanité. Depuis que l'homme regarde vers le ciel et qu'il voit des oiseaux, il n'a qu'une envie. C'est de voir la Terre comme il la voit. Et ce sont les 2 premiers. Mais alors, en parlant de voir la Terre vue d'en haut, un de vos derniers numéros du Monde de Jamie, il était consacré à Thomas Pesquet et à l'espace. Et il paraît que un de vos rêves, c'était de devenir astronaute. C'est vrai ? Alors, je pense que ça fait partie de mes rêves, mais je crois que ça fait partie des rêves de tous les enfants et probablement de tous les êtres humains. En fait, mon rêve n'était pas de devenir astronaute. Mon rêve, mais est-il atteignable ? Mon rêve, c'est un jour d'aller dans l'espace. Voilà. Mais maintenant, vous avez les contacts avec Thomas Pesquet, donc il n'y a plus qu'à. C'est un rêve complètement fou. Qui est un rêve. Donc il faut avoir... C'est bien d'avoir des rêves, d'avoir des rêves très grands, comme le disait Oscar Wilde, pour toujours les voir quand on se retourne, ne jamais les perdre de vue quand on se retourne. Mais il faut aussi des rêves que l'on puisse atteindre. J'en ai d'autres, évidemment. Alors dans votre vie, il n'y a pas que la science, même si on y reviendra dans quelques instants. Vous présentez une émission qui passe tous les samedis après-midi sur France 3, qui s'appelle Côté Jardin. C'est ça, oui, le nom a changé. C'est ça, oui. Le nom vient juste de changer. C'est un domaine dans lequel on vous attendait quand même pas trop. Et pourtant, c'est super intéressant. Moi, j'ai l'impression de revoir justement des mondes de Jamie, C'est pas sorcier, mais consacrés à la nature. Mais parce qu'entre le jardin et la science, il n'y a qu'un tout petit fossé. Ouais. Le jardin est plus la botanique finalement que le jardinage. Ce qui m'intéresse dans le jardin et dans les plantes, c'est que raconter l'histoire des plantes, c'est raconter l'histoire des hommes. Vous avez ici à Bruxelles les serres royales qui sont extraordinaires. Visiter les serres royales, c'est voyager. Ne serait-ce que s'arrêter sur une plante, de comprendre son nom, même s'il est latin, ça raconte une histoire. Et c'est ce qui me plaît dans les jardins. On va revenir un petit peu à la science. Vous êtes un excellent vulgarisateur. J'ai l'impression que dans toutes les interviews que vous donnez, à chaque fois, vous expliquez des trucs comme si vous connaissiez le sujet sur le bout des doigts, et c'est sans doute le cas. Donc je propose de faire un petit jeu. Je vous donne 2 questions que n'importe qui pourrait se poser, et vous me résumez la réponse en quelques mots. Alors, quand même, juste pour vous préciser que je ne suis pas scientifique. Mais vous avez une très bonne culture, quand même. J'ai une culture, voilà. Mais à chaque fois que je travaille je veux expliquer quelque chose, je vais d'abord chercher des informations. Mais faisons le test. Alors, la première question, c'est pourquoi est-ce que le son de la sirène de l'ambulance n'est pas le même une fois que l'ambulance m'a dépassé ? Ah, ça, c'est l'effet Doppler. Et tout simplement parce que quand la sirène arrive à notre niveau, les ondes se chevauchent
légèrement, ce qui va changer notre perception du son. On va avoir un son grave qui va devenir de plus en plus aigu, puis, lorsque les ondes vont s'éloigner, redevenir un peu plus grave. Et la deuxième, elle est d'actualité. C'est quoi un trou noir ? Un trou noir. Alors c'est génial, les images qu'on a obtenues. Un trou noir, c'est une masse énorme. Vous connaissez cette histoire de gravité. Voilà, tous les corps s'attirent. Cette masse est tellement énorme qu'elle attire tout vers elle. Mais elle attire même la lumière. Il faut imaginer la lumière à ce stade-là comme de fines particules de matière. Eh bien, la masse du trou noir est tellement énorme qu'elle attire vers elle la lumière qui ne peut même pas s'en échapper. C'est impressionnant. Voilà, très impressionnant. Ça a été quoi votre réaction quand vous avez vu l'image, cette photo du trou noir qui est sortie il y a quelques semaines, qui n'est pas une photo d'ailleurs? Ma réaction a été exactement... mon sentiment a été le même que celui que j'évoquais à propos des frères Montgolfier, qui ont été les deux premiers. Nous avons la chance de faire partie des premiers qui ont vu ce trou noir. Donc, et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Dans les prochaines semaines, dans les prochaines années. Il y en aura d'autres. En 1995, on a découvert la première planète extrasolaire. Aujourd'hui, il y en a des milliers. Il y en a des milliers. Voilà, on est à plus de 4000, je pense. Qu'est-ce que vous avez prévu dans votre carrière pour les prochains mois, les prochaines années ? De toujours continuer à raconter des histoires de science, de continuer à transmettre le plaisir que j'ai à apprendre, de voyager, bien sûr, d'écrire aussi. Voilà. Et si on revient un peu dans le passé, c'est quoi le meilleur souvenir de votre carrière ? De nouveau, je me doute bien que c'est compliqué d'en choisir un. Non, c'est compliqué. Moi, je suis pas nostalgique. C'est-à-dire que je ne fais pas partie... je comprends que ça puisse exister, mais je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'avant, c'était mieux. Moi, je crois que le mieux, il est après, toujours. Je pense toujours à ce que je vais faire demain, au voyage que je vais faire demain, aux scientifiques que je vais rencontrer, au volcan sur lequel je vais monter. Et là, je vous ai un petit peu aiguillé sur, malgré tout, mon meilleur souvenir. L'un de mes meilleurs souvenirs, parce qu'il a été à l'origine d'une de mes passions, c'est le tournage que nous avions fait au début des années 2000, en 2001, sur l'Etna. Ouais. Où j'ai eu la chance, nous avons eu la chance, parce qu'on était ensemble avec Fred, d'assister au réveil de l'Etna. Voilà. Et c'était quelque chose de démentiel. C'est la nature dans son débordement le plus fou et le plus admirable, à mon sens. On était à 500 mètres du cratère. Le cratère fait lui-même 500 mètres de hauteur. Et il y a un moment qu'on appelle le paroxysme de l'éruption, là où le jet de lave est le plus puissant et le plus haut. Et bien au moment du paroxysme, il atteignait lui aussi 500 mètres de hauteur. À l'endroit où nous étions, les vents, heureusement pour nous, étaient contraires, donc transportaient les fumées et les gaz à l'opposé du point où nous étions. Mais à l'endroit où nous étions, nous ressentions la chaleur de ce jet de lave à 500 mètres. C'est impressionnant. Voilà. Pour terminer, vous avez inspiré énormément de gens, c'est mon cas aussi, mais par pudeur, je ne le dirai pas à l'antenne. Donc, quel est le conseil que vous pourriez donner aux gens aujourd'hui ? Un conseil. On a chacun notre caractère. Moi, j'ai envie de dire, prenez le temps. Prenez le temps de faire les choses. Il y a une expression qu'on utilise beaucoup en ce moment, faire en pleine conscience. On a l'impression que c'est complètement nouveau. Mais non. C'est un truc que l'homme fait depuis qu'il arpente cette planète. Prenez le temps de regarder, de vous pencher. On parlait des jardins tout à l'heure. Quand vous êtes dans un jardin, ne restez pas debout. Il faut s'accroupir, regarder de très près, regarder ce qui se passe. Quand vous voyez un lever de soleil, oubliez tout ce qu'il y a autour et regardez. Regardez toutes ces couleurs, profitez de ce que vous avez autour de vous. Voilà, profitez-en. Et
On n'a pas besoin de fumée ou d'alcool pour profiter de tout ça. Profitez-en naturellement. Et prenez le temps de lire ce livre, Mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques. Merci beaucoup, Jamy. Merci.